Dans cette dernière vidéo, on va faire une synthèse de la régulation de la pression artérielle. Sachez que la pression artérielle, donc, elle va être régulée de différentes façons. Supposons, si on prend le cas d'une hémorragie assez importante et qui n'est pas jugulée, qui n'est pas stoppée, immédiatement, ça va entraîner une chute brutale de la pression artérielle. Et cette chute, cette pression artérielle ne doit pas rester très faible, mais il faut qu'il remonte, il faut la faire remonter rapidement. Donc il y a une régulation qui se fait immédiatement, c'est une régulation à court terme, et puis une régulation qui va se faire par la suite, une régulation à long terme. Alors la régulation à court terme, c'est-à-dire ça nécessite une réponse rapide du système cardiovasculaire, donc c'est une urgence qu'il faut augmenter rapidement la pression artérielle pour assurer la survie du sujet. Et une régulation à long terme, moyen long terme, ça permet de restaurer le volume de sang qui a été perdu par l'hémorragie. Donc il faut faire revenir, restaurer ce volume sanguin. Ça, c'est le cas d'un accident, donc une hémorragie, mais parfois, il y a des facteurs de l'environnement qui peuvent influencer la pression artérielle. Donc, ça peut provoquer une élévation de la pression artérielle. Par exemple, un régime alimentaire qui est riche en sel, il est hyper salé tout le temps. Donc, avec le temps, ça va faire installer une hypertension. L'obésité, c'est-à-dire le surpoids, la sédentarité, donc une vie sédentaire active, il n'y a pas d'activité physique, le tabagisme aussi. Donc tout ça, c'est des facteurs environnementaux qui peuvent contribuer à l'élévation de la pression artérielle. Là, la régulation, ce n'est pas immédiate, mais c'est à long terme, donc ça nécessite une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire une activité physique régulière, un régime alimentaire qui est équilibré, et bien sûr il y a aussi les traitements thérapeutiques. Il y a aussi un autre facteur qui intervient, c'est très important, malheureusement c'est le facteur génétique. Donc il y a le côté génétique qui intervient, qui permet d'élever la pression artérielle d'une génération à une autre. Donc là le traitement, c'est le traitement médicamenteux. Donc là vous voyez qu'il y a des régulations à différents niveaux, donc à court terme, à moyen terme ou à long terme. Il y a des facteurs où la personne, le sujet peut lutter, donc il peut contrôler le régime, avoir un régime équilibré, il peut faire de l'activité physique, mais malheureusement dans certains cas, c'est des facteurs sur lesquels on ne peut pas intervenir comme le facteur génétique. Alors, la régulation, comme on vient de l'indiquer, c'est une régulation immédiate, à moyen terme, ou à court terme. La régulation à court terme, donc ça va faire intervenir ce qu'on va expliquer par la suite, une boucle réflexe. Et là, ça va faire intervenir différents types de récepteurs. Là, on va discuter deux cas, les barorécepteurs et les volorécepteurs. Des systèmes à moyen terme, donc c'est les neurotransmetteurs, c'est les hormones et c'est aussi le système rénine-angiotensine. Et la régulation à long terme, c'est plutôt des adaptations ou des acclimatations de la personne. Alors, ce qu'on va expliquer dans les diapositives suivantes, c'est uniquement la régulation à court terme, c'est-à-dire c'est la régulation qui va se faire par voie réflexe. Alors, la voie réflexe ou bien la boucle réflexe, elle est formée par différentes composantes. D'abord, on a besoin de récepteurs, on a besoin d'un centre nerveux, donc les récepteurs existent quelque part dans le système cardiovasculaire, et il faut qu'il y ait une liaison entre le récepteur et le centre nerveux, c'est des fibres nerveuses. Donc ces fibres nerveuses, ce sont elles qui vont envoyer ou bien acheminer l'information concernant l'état de la pression artérielle ou du volume depuis les récepteurs vers le centre nerveux. C'est pour cela qu'on les appelle les voies dites afférentes, c'est-à-dire que l'information elle va vers le centre nerveux. Après, on a les effecteurs. Les effecteurs, ce sont un petit peu les organes qui vont intervenir en fin de compte de la boucle réflexe pour réguler et ajuster la pression artérielle. Et là aussi, la même chose, il y a une liaison nerveuse entre le centre nerveux
Et les effecteurs, c'est ce qu'on appelle les voies ou bien les nerfs efférents. Efférents, c'est-à-dire que l'information va quitter le centre nerveux vers les effecteurs, alors que le nerf afférent, c'est l'information qui va vers le centre nerveux à partir du récepteur. Alors, cette régulation de la pression artérielle, on va discuter deux types de récepteurs. Donc, sachez que les récepteurs, leur rôle, c'est quoi? C'est de détecter, c'est surveiller l'état de la pression artérielle, enfin, surveiller l'état du paramètre hémodynamique et détecter si la valeur est normale ou bien si la valeur est anormale. Le rôle des nerfs afférents, donc comme on l'a dit, c'est de transmettre cette information concernant la variation vers le centre nerveux. Le centre nerveux, une fois qu'il reçoit cette information, donc il doit l'analyser, il doit la décrypter, la décoder, et en fonction de la réponse, en fonction de l'information qu'il a reçue, donc il va élaborer une réponse. Et la réponse va être parvenue vers les organes grâce aux nerfs efférents. Donc, ils vont transmettre l'information vers les effecteurs. Et là, que ce soit pour les nerfs afférents ou les nerfs afférents, ce qui va être acheminé, c'est des influx nerveux, c'est-à-dire c'est des potentiels d'action, parce que le centre nerveux ne comprend qu'un seul langage, c'est les potentiels d'action qu'il reçoit. Donc, il reçoit un certain nombre de potentiels d'action, il va les décoder, il va déduire quelle est la variation. Et la réponse aussi va être envoyée aux effecteurs sous forme de potentiel d'action à une certaine fréquence. Les effecteurs, donc, ce sont les organes qui vont exécuter l'ordre qui est envoyé qui est envoyé par le centre nerveux. Et pourquoi les effecteurs vont exécuter cette réponse? C'est pour corriger la variation qui a été détectée tout à l'heure. Alors, on va avoir maintenant deux types de récepteurs concernant la régulation de la pression artérielle, le volorécepteur et les barorécepteurs. Alors, on va commencer par les premiers, les volorécepteurs. Alors, c'est quoi ces récepteurs? Ce sont des structures qui sont sensibles aux variations du volume de sang. C'est pour cela qu'on les appelle les volorécepteurs. Volo, ça veut dire que c'est le volume. C'est comme par exemple, si je dis thermorécepteurs, c'est des récepteurs qui sont sensibles à la température. Les mécanorécepteurs, récepteurs sensibles à des variations mécaniques, à des étirements. Les chimiorécepteurs, récepteurs qui sont sensibles à des variations chimiques, et ainsi de suite. Donc là, on a des volorécepteurs, ils vont détecter les variations concernant le volume de sang, et puisque le sang il est emmagasiné dans quelle partie, c'est aussi principalement au niveau des veines, donc c'est un réservoir de volume de sang, et aussi au niveau du cœur, au niveau des oreillettes. Alors ces volorécepteurs se trouvent au niveau des parois des veines ou des artérioles, donc elles sont impliquées dans la structure de la paroi. Alors, cette boucle réflexe qui va être dans le point de départ, ce sont les récepteurs, donc on retrouve à peu près les mêmes composantes. Les récepteurs, dans ce cas-là, on les appelle les volorécepteurs. Le nerf afférent, c'est le nerf vague, donc c'est le nerf pneumogastrique ou bien le nerf crânien numéro 10. Le centre nerveux, donc on a dit le centre nerveux, on ne sait pas dans quelle partie exactement dans le centre nerveux. C'est un centre qui se trouve au niveau du bulbe rachidien. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle le centre bulbaire. Et puisque c'est lui qui régule la fonction cardiovasculaire, donc on l'appelle le centre cardiovasculaire bulbaire. Les nerfs efférents, c'est principalement les fibres sympathiques, donc les fibres qui appartiennent au système nerveux autonome et sympathique. Et les effecteurs, c'est tout simplement le système cardiovasculaire, ce sont le cœur et les vaisseaux. Les vaisseaux, c'est les artères et les veines. Donc, je répète, les récepteurs, ce sont les volorécepteurs qui détectent les variations de volume, qui envoient l'information au centre cardiovasculaire bulbaire via le nerf vague. Le nerf vague va analyser et envoyer une réponse qui va être acheminée vers le cœur et les vaisseaux à travers les fibres nerveuses sympathiques. Donc, par exemple, là, si on prend le cas d'une augmentation du volume sanguin, alors comment ça se passe lorsque le volume du sang au niveau des veines va augmenter? À ce moment-là, la paroi de la veine
la paroi de la veine va être étirée, et lorsque ces volorécepteurs sont étirés, là, ils seront stimulés. On peut aussi prendre le cas inverse, donc une diminution du volume sanguin, ce qu'on avait traité tout à l'heure en cas de l'hémorragie. Dans ce cas-là, les volorécepteurs ne seront pas étirés, donc ils ne seront pas stimulés. Alors, si on considère une augmentation du volume sanguin, les volorécepteurs au niveau des veines vont être étirés et ils vont envoyer une action stimulatrice sur le nerf vague. Le nerf vague va également envoyer une action stimulatrice vers le centre cardiovasculaire. Sachez que ce qui va circuler dans ces voies-là, les voies efferentes, c'est des potentiels d'action. Donc, c'est le nombre de potentiels d'action qui va augmenter au niveau des nerfs afférents et qui va aboutir au centre cardiovasculaire. Alors, lorsque ce centre reçoit une fréquence élevée de potentiel d'action, donc il comprend qu'il s'agit d'une augmentation du volume sanguin, et là, il va essayer de corriger en inhibant l'activité du système nerveux sympathique. Et sachez que le système nerveux sympathique, donc, il innerve le cœur et les vaisseaux, et ce sont ces effecteurs-là qui vont intervenir. Donc, le cœur va diminuer le débit sanguin, donc il va diminuer en fait la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique. Pour les artères, ça sera la résistance périphérique totale qui va diminuer. Au niveau des veines aussi, il y aura une vasodilatation veineuse, le retour veineux va diminuer. Et en fin de compte, en combinaison de ces deux paramètres, c'est la pression artérielle qui va diminuer en attendant de restaurer un volume sanguin qui va prendre un peu plus de temps. Alors, c'était les volorécepteurs. Maintenant, les barorécepteurs. Alors, je précise que les volorécepteurs, c'est des récepteurs sensibles à la variation du volume du sang. Maintenant, les barorécepteurs, ce sont des récepteurs qui sont sensibles directement à la variation de la pression artérielle. Baro, c'est-à-dire, c'est baromètre, c'est la pression artérielle. Alors, de la même façon, on retrouve le même schéma, récepteur, nerf afférent, centre nerveux, nerf efférent et effecteur. Mais ce qui va changer, c'est les récepteurs, donc ce ne sera pas des volorécepteurs, mais des barorécepteurs. Les nerfs afférents seront différents, ça sera le même centre cardiovasculaire, les nerfs efférents sera pas la même chose, les effecteurs aussi, c'est la même chose. Alors, les récepteurs, dans ce cas-là, ce sont les récepteurs qui vont détecter la variation de la pression artérielle au niveau des artères, parce que les artères et les artérioles sont le siège on dit que c'est le réservoir de pression. Ces barorécepteurs qui se trouvent au niveau de la paroi des artères vont informer le centre nerveux sur l'état de la pression artérielle à travers les nerfs afférents. Et là, on va retrouver deux nerfs que vous ne connaissez pas. C'est ce qu'on appelle le nerf de Sillon et le nerf de Hering. Donc, on va discuter juste après. Alors, l'information sous forme de potentiel d'action va être acheminée depuis les barorécepteurs vers le centre nerveux, exactement le centre cardiovasculaire bulbaire, à travers les nerfs de Sillon et le nerf de Hering. Ce centre-là, il va recevoir un certain nombre de potentiels d'action, et en fonction de la fréquence des potentiels d'action, il va déduire c'est une hypertension ou bien une hypotension. Et en fonction de l'information qu'il reçoit, il va envoyer des messages, soit activateurs, soit inhibiteurs, via le système sympathique et le système parasympathique. Et bien sûr, les effecteurs vont réagir à cette réponse élaborée par le centre nerveux. Le cœur va réagir en modulant la fréquence cardiaque et le débit cardiaque. Les vaisseaux vont réagir en modulant la résistance périphérique totale et le retour veineux. Donc le point de départ, c'est la variation de la pression artérielle, donc soit une hypertension ou bien une hypertension, et à travers cette boucle dite baroréflexe, donc on arrive à réguler cette pression artérielle. Alors, où est-ce qu'on trouve les barorécepteurs? Alors, les barorécepteurs, ce sont des structures qui se trouvent au niveau des artères et qui sont sensibles à la tension exercée sur la paroi des artères, c'est-à-dire la pression. C'est la pression artérielle. La définition de la pression, c'est quoi? C'est la force exercée par le sang sur la paroi de l'artère. Et dans la paroi de l'artère,
on trouve les barorécepteurs. Donc, ce qui fait que ces barorécepteurs, en fonction de l'état de la pression artérielle, ils vont être soit étirés ou non étirés, suivant ce qu'il y ait une hyper ou une hypotension. Alors, regardez un petit peu le schéma de l'arc baroréflexe et surtout la localisation des barorécepteurs. Alors, les barorécepteurs sont localisés dans la paroi des artères. Mais à quel niveau? Donc, vous reconnaissez ça, c'est le cœur. Ça, c'est l'artère aorte. Donc, c'est le premier vaisseau, c'est la première artère qui va quitter le ventricule gauche et qui va bien sûr se ramifier. Elle va faire un petit détour pour descendre vers les organes inférieurs. Dans cette partie-là qu'on appelle la crosse aortique, parce que ça ressemble à une crosse. Alors, à ce niveau-là, on trouve, donc au niveau de la crosse aortique, on trouve des barorécepteurs dans la paroi de cette artère. On les appelle les barorécepteurs aortiques. Deuxième localisation importante des barorécepteurs, c'est au niveau du sinus carotidien. Donc l'aorte ou bien la crosse aortique, donc l'aorte elle va descendre vers le bas, l'aorte abdominale qui va se ramifier pour toucher tous les organes, mais il y a une ramification, deux autres ramifications en direction de la tête. C'est pour assurer l'irrigation de la partie supérieure du corps. Et là, on va retrouver deux artères très importantes qu'on appelle les artères carotides. L'artère carotide droite et l'artère carotide gauche, ce sont les artères qui ont la tâche de ramener le sang vers la sphère supérieure, plus précisément vers le centre nerveux. Alors, à ce niveau-là, donc au niveau de la bifurcation ou de la ramification de l'artère aortique qu'on appelle le sinus carotidien, donc là aussi on retrouve ces structures, ces barorécepteurs. Donc, les barorécepteurs qu'on trouve à ce niveau-là, au niveau du sinus carotidien, on les appelle les barorécepteurs carotidiens. Donc on a les barorécepteurs aortiques et les barorécepteurs carotidiens. Et vous voyez que ces barorécepteurs sont localisés juste à la sortie du ventricule gauche, soit au niveau de l'aorte, soit au niveau de l'artère carotide. Donc ce sont deux endroits stratégiques où la pression artérielle est mieux détectée puisqu'on est juste à la sortie du cœur. Donc c'est à ce niveau-là que se fait l'éjection systolique. Ça c'est très important, ça aussi c'est très important parce que ça contrôle l'état de la pression artérielle juste avant l'entrée au niveau du cerveau. Sachez qu'au niveau des cerveaux, les vaisseaux sanguins sont quand même assez fragiles, donc il faut bien contrôler la pression avant que le sang arrive dans la partie cérébrale. Donc les barorécepteurs sont situés au niveau de la crosse aortique, au niveau du sinus carotidien, et ces barorécepteurs qui vont détecter la variation de la pression artérielle vont informer le centre cardiovasculaire bulbaire, donc qui se trouve au niveau du bulbe rachidien. Donc il y a une liaison entre les barorécepteurs et le centre bulbaire. Ce sont les nerfs afférents. Alors ces nerfs afférents, donc, ils vont amener l'information depuis les barorécepteurs vers le centre cardiovasculaire bulbaire. Donc il y a deux nerfs. Le nerf de Sillon, donc c'est une branche du nerf vague, et le nerf de Hering. Donc là, il faut connaître ces deux nerfs parce qu'on aura besoin pour expliquer la régulation finale de la pression artérielle. Ce qu'il faut retenir, c'est que le nerf de Sillon, celui-là, donc il fait la relation entre les barorécepteurs de la crosse aortique et le centre cardiovasculaire bulbaire, alors que le nerf de Hering, il fait la liaison entre les barorécepteurs du sinus carotidien et le centre bulbaire. Comme ça, le centre cardiovasculaire bulbaire, il reçoit l'information sur l'état de la pression artérielle à partir de deux endroits différents, la crosse aortique et le sinus carotidien. Donc, on va dire que le cerveau, il est mieux informé. Alors, le cerveau reçoit cette information à travers les nerfs de Sillon et de Hering, donc c'est toujours des potentiels d'action, c'est des influx nerveux. À ce moment-là, le centre va recevoir cette information, donc c'est le centre cardiovasculaire bulbaire, il va recevoir l'information et il va traduire cette information pour élaborer une réponse, et la réponse, toujours sous forme de potentiel d'action, donc va être ramenée vers le système cardiovasculaire à travers les nerfs efférents. Et là, vous connaissez les nerfs efférents, on a déjà parlé. On a les nerfs
cardiaques parasympathiques et les nerfs cardiaques sympathiques. Et pour boucler la boucle de l'arc baroréflexe, donc il nous reste les effecteurs. Les effecteurs, c'est tout simplement c'est le cœur que vous voyez là, mais aussi les vaisseaux, les artères et les veines. Donc là, on a un petit peu montré la structure de l'arc baroréflexe. Donc je répète, on a les baroréflexes aortiques, les barorécepteurs aortiques, les barorécepteurs du sinus carotidien, les nerfs afférents sillon et ring, le centre cardiovasculaire, les nerfs efférents sympathiques et parasympathiques et les effecteurs. Alors, comment ces barorécepteurs fonctionnent-ils? Ou bien, quel est le mécanisme d'action des barorécepteurs? Alors, s'il y a une élévation de la pression artérielle, ces barorécepteurs seront étirés, puisque la pression artérielle, c'est la force exercée par le sang sur la paroi des artères. Et si les barorécepteurs sont étirés, ils seront stimulés. Dans le cas d'une stimulation des barorécepteurs, ils vont envoyer un certain nombre de potentiels d'action, donc une salve de potentiels d'action. Donc ils vont envoyer un nombre élevé de potentiels d'action vers ou bien en direction du centre cardiovasculaire bulbaire. S'il y a une stimulation, s'il y a une hypertension, les barorécepteurs seront stimulés, donc il y a plus de potentiels d'action qui vont être envoyés vers le centre cardiovasculaire bulbaire, donc à travers les nerfs de Hering et les nerfs de Sion, dans l'objectif de réguler cette pression artérielle, c'est-à-dire de la faire diminuer. Alors, le système cardiovasculaire, une fois qu'il aura reçu cette information qu'il y ait une hypertension, il a à sa disposition deux types de fibres nerveuses autonomes, les fibres sympathiques et parasympathiques. Donc, il va inhiber le côté sympathique et il va activer le côté parasympathique parce que celui-là, c'est un système modérateur et là, c'est un système activateur. Alors, le fait d'inhiber le sympathique et d'activer le parasympathique, ça va se répercuter sur tout le système cardiovasculaire. Concernant le cœur, au niveau sinusal, on obtient une bradycardie. Au niveau du muscle cardiaque, on aura un effet inotrope négatif, donc ça va réduire le volume d'éjection systolique, donc le débit cardiaque. Au niveau des artères et des artérioles, il y aura une vasodilatation artériolaire, diminuer la résistance périphérique, et une vasodilatation au niveau des veines, donc réduire le retour veineux. Dans le cas, donc là c'était une hypertension, donc on peut prendre le cas d'une hypotension, une chute de la pression artérielle. Alors dans ce cas-là, les barorécepteurs ne seront pas étirés, donc ils seront relâchés, donc ils seront inhibés, ils vont envoyer moins de potentiel d'action vers le système cardiovasculaire. Donc s'il y a une hypotension, une inhibition des barorécepteurs, et là la régulation va se faire dans l'objectif de corriger cette hypotension, donc de la faire augmenter. L'information arrive au niveau du centre cardiovasculaire et là vous voyez que puisque c'est une hypotension, c'est l'inverse de ce qui s'est passé pour l'hypertension. Le parasympathique sera activé, le sympathique sera activé et le parasympathique sera freiné. C'est pour agir sur les effecteurs. Et là, on aura l'inverse. Au niveau du nœud sinusal, la fréquence cardiaque va augmenter, donc c'est une tachycardie. Au niveau du muscle cardiaque, on aura un effet inotrope positif. La force de contraction va augmenter, ce qui va générer un grand volume d'éjection systolique. La concurrence de ces deux valeurs, c'est l'augmentation du débit cardiaque. Au niveau des artérioles, une vasoconstriction artériolaire, ça fait augmenter la résistance périphérique totale. Et une vasoconstriction veineuse, ça va augmenter le retour veineux. Alors, là, on va conclure sur un schéma assez général de régulation de la pression artérielle. Donc, à chaque fois que la valeur de la pression artérielle s'écarte de la valeur normale, donc soit une augmentation, soit une diminution, il faut que cette pression artérielle ou bien il faut que cette anomalie soit corrigée. Donc il faut ramener toujours la pression artérielle d'une façon ou d'une autre, donc soit rapide ou bien à moyen terme. Si on s'aperçoit que la pression artérielle elle est toujours élevée sans effort et ça se répète durant plusieurs fois dans la journée, plusieurs jours, sachez que dans ce cas-là, il y a un défaut, une anomalie au niveau de la
au niveau de la régulation. Alors, l'état de la pression artérielle va être communiqué aux barorécepteurs de la crosse aortique et du sinus carotidien à travers les nerfs afférents, nerfs de Sion et nerfs de Hering. Et ces barorécepteurs, ces deux nerfs afférents vont informer le centre de la pression, le centre cardiovasculaire sur l'état de la pression artérielle dans les vaisseaux. Et le centre va intervenir en modulant l'activité du système sympathique et du système parasympathique. Et là, vous allez voir que ces deux systèmes, chacun va toucher principalement une partie du système cardiovasculaire. D'une part, on a l'effet direct du parasympathique sur le nœud sinusal, l'impact du système sympathique sur la paroi des artérioles, au niveau des veines, mais aussi au niveau du muscle cardiaque. Vous voyez là que le nœud sinusal et le myocarde, ça c'est le cœur, les artères et les veines, ça c'est les vaisseaux. Donc vous voyez que le système parasympathique et sympathique, ça touche tout le système cardiovasculaire. C'est une innervation du système cardiovasculaire. Et là, vous allez voir que chacune de ces composantes du système va réguler un seul paramètre. Et la concurrence ou la contribution de chaque paramètre, en fin de compte, ça va réguler la pression artérielle. Alors pour le nœud sinusal, je rappelle, ce sont des cellules pacemaker qui se trouvent au niveau de l'oreillette droite. Le paramètre qu'ils vont réguler, c'est la fréquence cardiaque. Parce que la fréquence cardiaque, le nombre de battements que va faire le cœur par minute, dépend du nombre de potentiels d'action envoyés par les cellules pacemaker. Donc il y aura autant de battements cardiaques que de potentiels d'action sinusaux. Donc les cellules pacemaker du sinusal régulent que la fréquence cardiaque. Au niveau des veines, quel est le paramètre qui va être régulé? C'est le retour veineux, suivant ce qu'il y ait soit une vasodilatation veineuse ou bien une vasoconstriction veineuse. C'est le retour veineux, c'est la quantité du sang qui revient vers le cœur qui va être modulée. Au niveau du myocarde, c'est la force de contraction. Le fait que le myocarde se contracte d'une façon plus ou moins importante, il va réguler le volume de sang qui va être éjecté. Et le VES, donc le volume d'éjection systolique, il dépend aussi bien de la force de contraction du muscle cardiaque, mais aussi il dépend du retour veineux. C'est la quantité de sang qui revient vers le cœur, autrement dit, c'est le VTD, le volume télédiastolique. Donc vous savez que le volume d'éjection systolique, il est étroitement lié au volume télédiastolique, le volume de remplissage ou bien le volume de précharge. Alors, moduler le VES et moduler la fréquence cardiaque, c'est-à-dire c'est moduler le débit cardiaque, parce que le débit cardiaque, c'est quoi? C'est la fréquence cardiaque multipliée par le volume d'éjection systolique. Alors, on a vu les veines, le myocarde, les cellules du nœud sinusal. Maintenant, il nous reste les artérioles. Donc là, on devine quel est le paramètre qui va être modulé. C'est tout simplement la résistance périphérique totale. Donc, suivant qu'il y ait une vasoconstriction ou bien une vasodilatation artériolaire. Alors, d'un côté, on a le débit cardiaque et de l'autre côté, on a le changement, la régulation de la résistance périphérique totale. Donc, en combinant ce paramètre à ce paramètre, donc ce qui va être changé en fin de compte, c'est la correction de la pression artérielle, parce que la pression artérielle est égale à quoi? C'est le produit entre le débit cardiaque et la résistance périphérique totale. Donc là, c'est un schéma qui vous montre un petit peu cette régulation qui est assez complexe. On a dit que c'est une variation, mais ça peut être soit une augmentation, soit une diminution. Dans cette dernière diapo, on va résumer ce qu'on avait dit. Alors, on repère ici le cœur. Là, vous avez la crosse aortique avec les barorécepteurs aortiques. Là, vous avez les barorécepteurs qui se trouvent au niveau du sinus carotidien. Donc, ces deux barorécepteurs vont surveiller l'état de la pression artérielle et ils vont informer le centre cardiovasculaire bulbaire. Ils vont l'informer par des fibres nerveuses dites afférentes, qui sont les nerfs de Hering et le nerf de Sion. Alors, si on prend le cas d'une hypertension, c'est-à-dire qu'il y a une élévation de la pression sanguine dans le sang,
Les barorécepteurs vont être étirés, alors ils vont être stimulés, et dans ce cas-là, ils vont envoyer un message vers le centre bulbaire sous forme de potentiel d'action pour l'informer de l'état de la pression artérielle, qu'il y a une hypertension. Alors, dans le cas d'une hypertension, là où les barorécepteurs sont stimulés, étirés, ils vont envoyer beaucoup de potentiel d'action. Vous voyez que chaque barre verticale ou des spikes représente un potentiel d'action. Donc, il y a une fréquence élevée de potentiel d'action qui va être acheminée au centre bulbaire. Et là, le centre, lorsqu'il reçoit beaucoup de potentiel d'action, il déduit qu'il s'agit d'une hypertension. Regardez de l'autre côté. C'est complètement l'inverse. C'est une hypotension. Les barorécepteurs ne sont pas étirés, donc ils ne sont pas stimulés, donc ils vont envoyer moins de potentiel d'action à travers les nerfs afférents. Le centre bulbaire reçoit une fréquence faible de potentiel d'action. Il sait dans ce cas-là, c'est une hypotension. Donc s'il y a une hypotension, il va la corriger en l'augmentant. S'il s'agit d'une hypertension, il va la corriger également, mais en l'abaissant. Alors, si on prend le cas d'une hypertension, là, la fréquence de potentiel d'action envoyée par le récepteur vers le centre cardiovasculaire bulbaire, il va l'analyser, il va déduire que c'est une hypertension et il va élaborer la réponse. La réponse, c'est de faire l'inverse, de la faire diminuer. Alors, cette réponse va être acheminée vers le cœur et vers les artères, vers les vaisseaux, à travers des fibres dites efférentes, qui sont les nerfs sympathiques et les nerfs parasympathiques. Alors, dans ce cas-là, si c'est une hypertension, que va faire le système? Le système, il va jouer un petit peu sur l'équilibre des fibres sympathiques et des fibres parasympathiques. Les rouges, ce sont les fibres sympathiques, les vertes, les bleus, ce sont les fibres parasympathiques. Alors, dans ce cas-là, d'une hypertension, il va bloquer ou bien il va inhiber le système sympathique qui est l'activateur et il va activer le système parasympathique qui est le système freinateur. Vous voyez l'activation du système parasympathique, il y a beaucoup de potentiel d'action qui circule à ce niveau-là, il y a beaucoup moins de potentiel d'action qui circule à travers les nerfs sympathiques. Et ces potentiels d'action vont arriver aussi bien au niveau du cœur et au niveau des vaisseaux. Ce qui va se passer dans le cœur, on aura une diminution de la fréquence cardiaque, donc une débit cardiaque, une diminution de la fréquence cardiaque, une diminution du volume d'éjection systolique, puisque ça va réduire la force de contraction du muscle cardiaque, une bradycardie avec un effet inotrope négatif, le débit cardiaque va diminuer. Concernant par exemple les artères, regardez les flèches. Ça montre que l'artère va s'élargir, donc elle va se dilater. Donc, dans ce cas-là, on aura une vasodilatation au niveau des artères. Alors, si le rayon ou la lumière de l'artère augmente, le rayon de l'artère augmente, c'est-à-dire que la résistance périphérique va diminuer. Là, on ne voit pas la veine, mais ce qui va se passer au niveau de la veine, ça sera la même chose. On aura une vasodilatation veineuse et ça va réduire le retour veineux. Donc, ça va réduire le volume d'éjection systolique. Si on réduit le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire qu'on va réduire le débit cardiaque. Alors, diminuer le débit cardiaque à la résistance périphérique totale, donc c'est-à-dire c'est diminuer ou bien corriger la pression artérielle qui, au départ, c'était une hypertension. Dans le cas inverse, une hypotension, les barorécepteurs ne seront pas stimulés, moins de potentiel d'action afférent vers le centre bulbaire. Ce dernier, il va moduler l'activité sympathique et parasympathique et vous voyez là que la fréquence des potentiels d'action, c'est complètement l'inverse à ce qui s'est passé dans l'hypertension. Donc, dans le cas d'une hypotension, le centre bulbaire va activer les fibres sympathiques, donc il y a beaucoup de potentiels d'action qui vont arriver au niveau des effecteurs. Par contre, on aura une inhibition du système nerveux parasympathique puisqu'il y a moins de potentiel d'action. Le résultat sur le cœur, on aura une augmentation de la fréquence cardiaque, une tachycardie, une augmentation du volume d'éjection systolique, un effet inotrope positif, donc une augmentation du débit cardiaque. Donc c'est complètement l'inverse
comme dans le cas d'une hypertension. Au niveau des artères, regardez les flèches, elles sont dirigées vers l'intérieur de l'artère, vers la lumière du vaisseau. Ça veut dire qu'il y a une vasoconstriction. C'est le muscle lisse artériel qui va se contracter, ça va réduire le rayon, ce qui va augmenter la résistance périphérique totale. Imaginez ici que ça sera une veine, on aura la même chose, donc une vasoconstriction au niveau des veines, et la conséquence de cette vasoconstriction veineuse, c'est d'augmenter le retour veineux. Si le retour veineux augmente, c'est-à-dire ça va augmenter le volume télédiastolique, ça va faire augmenter le volume d'éjection systolique, et ça va faire augmenter aussi le débit cardiaque. Donc vous voyez que dans le premier cas ou dans le deuxième cas, le système cardiovasculaire, il a à sa disposition deux contingents de fibres nerveuses du système nerveux autonome qu'il peut moduler pour assurer la régulation de la pression artérielle. Donc avec ceci se termine ce chapitre, ce cours concernant la physiologie cardiovasculaire.